TX Cube, une belle histoire qui a commencé en 2009. Donc Vincent et moi-même avons fondé la société après avoir passé beaucoup d'années dans l'industrie. On était chez un EMS juste avant de fonder TX Cube, un EMS qui fait 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires aujourd'hui, qui est présent dans le monde entier. Donc on a une bonne expérience du milieu de la sous-traitance industrielle, du manufacturing. Et avant, on était dans des sociétés qui fabriquaient donc ses propres produits. On a décidé de lancer la société après avoir eu donc un long parcours industriel dans le manufacturing, dans la conception de produits. Et aujourd'hui, on réalise donc de la conception, de l'industrialisation, du manufacturing. Nous avons une usine en Chine, à Shenzhen, près de Shenzhen, à Dongguan en fait, un bureau d'études en France et en Chine. Nous réalisons de la conception aussi bien électronique que mécanique. Et nous avons une usine à nous, avec un management français au sein de l'usine qui est située à Dongguan. Et donc nous réalisons pour l'ensemble de nos clients aussi bien la partie conception, l'industrialisation en vue donc de la fabrication des produits. Ce qui est très important, c'est qu'on réalise la conception que s'il y a une volonté d'aller jusqu'à la fabrication du produit. On n'est pas bureau d'études. Notre volonté, c'est vraiment d'accompagner la société depuis la jeunesse du projet jusqu'à sa mise en production, en passant par toutes les étapes donc conception, certification des produits. Donc on accompagne beaucoup nos clients dans toutes les étapes. Donc quelques réalisations de produits. Donc on travaille aussi bien pour des grosses sociétés, puisque bon, on a commencé par des gros groupes, des PME et également des startups. Donc on a vraiment un panel de clients très varié. Donc quelques produits que vous connaissez peut-être, que vous avez déjà vus dans vos vies au quotidien, d'autres que vous avez peut-être aperçus, des objets connectés, très en vogue en ce moment, donc on a pas mal de demandes. Donc contrairement à ce qu'on a entendu tout à l'heure, effectivement, donc on n'est pas un simple bureau d'études qui, pour faire un projet et qu'un projet et on se débarrasse ensuite de nos clients. Non, on accompagne nos clients jusqu'à la fabrication, jusqu'à l'accompagnement vraiment dans toute la durée de vie du produit. Donc vraiment notre but, c'est d'avoir quelque chose qui marche et on a une grosse expérience dans le milieu pour arriver à aboutir à un produit fonctionnel et fabricable. Donc voilà les exemples de produits dans différents domaines. Un produit hardware facile à faire. Donc je vais passer la parole à Vincent, qui est donc le cofondateur, ingénieur de formation, et qui va vous parler plus en détail de toutes les phases un peu plus compliquées, hardware on va dire, très hard, du métier. Bonsoir à tous. Donc en fait, comme disait Elisabeth, on a commencé par travailler au cours de ces dernières années avec des sociétés relativement grosses, relativement matures, qui ont un vrai savoir-faire aussi bien en conception qu'en industrialisation, en fabrication. Depuis quelques années, depuis 2 ans essentiellement, on est de plus en plus interrogé par des jeunes sociétés, par des start-up, par des sociétés qui sont beaucoup moins matures que précédemment. Et face à ça, on a évidemment un petit peu adapté notre offre, l'accompagnement qui est nécessaire face à un grand groupe de 1000 personnes qui existe depuis 30 ans et est tout à fait différent de celui qui est nécessaire face à une jeune société. Et ce dont on s'aperçoit après 1 ou 2 ans de contact avec un nombre considérable de jeunes sociétés, c'est qu'en fait les erreurs qui sont faites sont toujours les mêmes. Il y en a un petit nombre, j'ai essayé d'en faire un panégyrique ici, de les balayer rapidement. Et on s'aperçoit qu'énormément de sociétés font les mêmes raccourcis, butent sur les mêmes problèmes. Et en fait, l'expérience des uns semble difficilement transmissible aux autres, eu égard à ce qu'on observe au quotidien. Donc d'abord, un point essentiel, énormément de gens, parmi les jeunes, entre guillemets, et beaucoup d'entre vous sont beaucoup plus jeunes que nous ne pouvons l'être aujourd'hui, viennent du monde du soft, sont des gens qui sont dans l'industrie depuis assez peu de temps, et pensent que le hardware, c'est quelque chose qui est aussi facile à mettre en œuvre que le logiciel.
C'est malheureusement une grosse erreur. Le hard est quelque chose d'assez compliqué, même si ça paraît beaucoup plus simple aujourd'hui que ça ne l'a pu l'être il y a une vingtaine d'années. C'est quelque chose qui est assez compliqué, qui nécessite une certaine expérience. Et c'est surtout quelque chose qui nécessite de faire peu de conneries. La connerie coûte vite très cher. Tout à l'heure, la première personne qui a parlé a dit très justement que le truc qui lui a sauvé la vie, c'est d'être capable de faire des mises à jour à distance de logiciels. C'est vrai, mais si on pouvait faire des mises à jour de hardware à distance, ce serait top. Malheureusement, c'est pas possible. Et quand le hardware ne marche pas, en général, on est gravement dans la merde. Et pour une société qui n'a pas beaucoup de cash, souvent, ça signifie la mort. Donc le hardware est quelque chose qui supporte assez peu la médiocrité, qui supporte assez peu l'à peu près. Il faut vraiment bien maîtriser le truc et vraiment minimiser le nombre de conneries, sinon ça se termine souvent très très mal. Donc beaucoup de sociétés sont peu conscientes de cet état de fait et sous-estiment cette difficulté, pensent que ça va aller vite. Bon, le premier exemple de Smokyo tout à l'heure est magnifique, mais extrêmement atypique. Pour un exemple réussi comme celui-ci, je peux vous en citer des dizaines d'autres qui ont duré 4 fois plus longtemps et qui ne sont pas forcément bien terminés. Donc la durée moyenne d'un projet, c'est pas 3 mois. Ôtez-vous ça de la tête. Dans l'immense majorité des cas, c'est beaucoup plus proche de 1 an ou 18 mois. Quand je dis 1 an ou 18 mois, je ne parle pas de la phase d'industrialisation uniquement, je parle de la genèse jusqu'à la mise en production du produit. Un projet, c'est quelque chose de complexe, qui a pas mal de phases et qui dure longtemps. Vas-y, tiens, avance. Donc, j'ai essayé ici de brosser dans ces quelques pages qui suivent, et après on dialoguera ensemble, un certain nombre de choses qu'on entend très très fréquemment auprès des sociétés avec qui on est en relation. Très souvent, les sociétés viennent nous voir avec un concept, avec parfois des protos. Quand on leur demande « Ok, mais votre truc c'est bien, mais vous allez le vendre combien ?» En général, ils savent répondre. « Combien ça va vous coûter ?» Alors là, en général, grand silence dans l'assemblée. Il y a extrêmement peu de sociétés qui prennent le problème dans le bon sens et qui disent « Ok, je vais vendre mon truc 100. Ok, la structure de marge du marché, ça nécessite un rapport 4, c'est souvent le cas, pas toujours. Donc il faut que mon truc coûte 25 et j'ai une conception à coût objectif qui fait que mon produit va coûter 25 en production. » C'est très rare. Bon, ceux qui l'ont fait, bravo. Très très fréquemment, ça se passe dans l'autre sens. Les gens pensent que leur produit doit être vendu 100. Ils conçoivent un prototype. Et puis ensuite, ils se disent, la Chine, merveilleuse, la Chine va m'amener mon produit de je ne sais pas combien, au prix qu'il faut pour que j'arrive à le vendre. Ça, malheureusement, c'est une vue de l'esprit. Ça ne se passe pas comme ça. Il faut savoir que 80% au moins du prix de revient d'un produit est défini avant même qu'on ait fini la conception du produit, le choix des composants qu'on va mettre dedans, le choix des technologies qu'on va mettre dedans. Je ne parle pas de la conception, je parle de l'étape amont qui est de définir ce qu'on va mettre dans la boîte. Ça définit 80% du prix du produit. Donc, quand on en arrive à avoir un produit entre guillemets industrialisé, qu'on le fabrique en France ou en Chine, le levier, il est quelque part sur les quelques dizaines de pourcents qui restent, il n'est pas sur les 80%. Donc la conception à coût optimum, à coût objectif, ça part de ce que doit faire le produit, ça part de ce qu'on va mettre dedans, et lorsqu'on a fait tout ce process, en gros, le prix de revient est quasiment imposé et les leviers sont extrêmement faibles. Autre truc extrêmement fréquent, il y a des gens qui viennent nous voir en nous disant j'ai un proto, je dois livrer 2000 pièces, parfois c'est 10 000, parfois c'est 100 pièces, ça dépend, dans 3 mois. Et puis en fait on commence à poser quelques questions, souvent, parfois tout va bien, mais très souvent on découvre des trucs assez originaux qui rendent l'exercice extrêmement hasardeux. Donc premier point que j'évoquais il y a 2 minutes, est-ce que le prix de revient est en phase avec le marché? Est-ce que le prix de revient est compatible avec ce que doivent vendre avec le prix marché, avec ce que doit vendre la société? Très souvent, la réponse est non. On a eu un exemple il y a à peu près 1 an d'une boîte qui est venue nous voir, qui avait un proto, qui nous ont mis sur la table, qui nous ont dit ce truc-là, on doit le vendre 200 €, c'est une histoire vraie. D'ailleurs, on a vu ces gens-là il y a 2 heures. On leur a dit combien coûte votre produit? Grand silence dans l'assemblée. Bon, ils nous ont donné tout un tas d'infos, on a eu la BOM, on a eu tout ce qu'il fallait. Bon, on fait ce genre de conneries depuis 20 ans, depuis 30 ans, donc en gros, on leur a estimé au doigt mouillé en à peu près 2 heures le prix de revient du produit.
complètement au pif, mais notre pif est étalonné au fil des conneries qu'on a pu faire sur de nombreuses années. On est arrivé au fait que en fait, le prix de revient de ce produit était plus cher que le prix qu'ils pouvaient le vendre à des distributeurs. Donc le projet était mort avant de commencer, Chine ou pas Chine, ils avaient zéro chance de s'en sortir. Donc il faut absolument partir du début. Ça, c'est vraiment le point fondamental. Deuxième truc, le proto est-il industrialisé? Jerry tout à l'heure disait fabriquer 10, 100 000 ou 10 000 pièces, c'est pas le même exercice. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qui a été dit tout à l'heure en disant 500 pièces, c'est souvent fait à la main. Si on respecte un process de développement assez raisonnable, on fait des protos, on n'en fait pas des montagnes, on en fait quelques unités, quelques dizaines de pièces pour des produits simples un peu plus. Ensuite, on passe dans des phases de pré-série. Ces phases de pré-série, elles ont pour objectif de vérifier que le design n'est pas débile, elles ont pour objectif de vérifier que le produit est fabricable dans des conditions raisonnables, et que quand on va appuyer sur le bouton, on en veut 1000, on en veut 10 000, on en veut 100 000, ça se passe bien. Passer outre ce truc-là est un suicide absolu. À chaque fois qu'on s'est retrouvé face à des gens qui nous ont dit il n'y a pas besoin de le faire, on prend le risque, ça s'est toujours terminé en désastre. Il ne faut pas sauter ces étapes, c'est absolument fondamental. On fait des protos, on vérifie que le design n'est pas débile, et ensuite il y a un ramp-up de production. Avant de passer à 10 000, on en fait 100, on vérifie que tout se passe bien. Très souvent, quand les gens disent j'ai un proto, souvent ce proto il est fait avec des imprimantes 3D. Parfois les gens sont compétents en plasturgie et tout va bien. Souvent les gens n'ont absolument aucune compétence en plasturgie. On peut faire des miracles en impression 3D, on peut faire des miracles qui ne sont pas du tout reproductibles et qui ne sont pas fabricables en plasturgie. Donc l'impression 3D c'est un truc magnifique, mais c'est un truc magnifique qui peut conduire à des énormes conneries de conception. Donc c'est vraiment, si j'ai un conseil, si vous ne savez pas ce que c'est que la plasturgie, adressez-vous à des spécialistes. La plasturgie, c'est un vrai métier, et c'est pas parce que vous avez 3 protos sortis d'une imprimante 3D entre les mains que vous serez capable de le fabriquer en volume. Les technologies critiques, c'est aussi un point essentiel. Dans le cas de Smokyo, vous avez vu un slide qui vous montrait tout au début qu'il y avait un certain nombre de technologies clés. Chaque produit a sa technologie ou ses technologies. Il faut absolument identifier s'il y a des points durs techniques. Souvent, il y en a, pas toujours. S'il y en a, il faut les traiter tout de suite. Il ne faut surtout pas attendre en se disant « Ok, je suis un spécialiste du logiciel, je vais traiter le logiciel, le hardware, on verra après. » Ou à l'inverse, je suis un gars du hardware, mais je ne connais rien à la mécanique, on verra pour la mécanique plus tard. C'est le point faible, votre point faible, c'est la difficulté technologique qui va faire que votre produit va sortir ou ne va pas sortir. Focalisez-vous sur les points clés, les points durs, ce que vous ne savez pas. Faites-vous aider, trouvez des experts dans les domaines que vous ne maîtrisez pas. Chaque point que vous allez laisser sous le tapis va se terminer en désastre à l'arrivée. C'est à chaque fois pareil que ça se passe. Bon, après, quelques points un peu moins fondamentaux. Et un point essentiel derrière, c'est avec qui bosser. Donc, ce que disait Jerry tout à l'heure est vrai. Shenzhen, Dongguan, c'est un endroit merveilleux, mais c'est un endroit extrêmement compliqué. Il y a des centaines, il y a des milliers d'EMS, il y a des centaines de sociétés qui sont probablement capables de faire ce que vous voulez. C'est très bien, mais comment choisir? Donc si vous êtes des experts du manufacturing, si vous avez fait ça longtemps, allez visiter, auditer, regarder, poser des questions, vous allez vous faire une opinion. Par contre, faites attention, ce n'est pas quelque chose qui s'improvise. Ce sont des technologies compliquées, c'est un monde compliqué, c'est un mode de fonctionnement en Chine qui est assez compliqué, assez différent de ce qu'on a l'habitude de voir en Europe. Il y a une phase d'apprentissage qui est longue. On l'a faite il y a des années de ça. C'est quelque chose qu'on apprend, nous, encore au quotidien. On vit en Chine une bonne partie de l'année, on vit avec des Chinois en permanence. C'est quelque chose qui est complexe, qui prend du temps. Donc, il y a des boîtes, Smokyo visiblement s'en est très bien sorti, pour qui ça se passe bien. Il y a beaucoup d'exemples pour qui ça se passe moins bien, donc parfois ça se passe très mal, parfois ça prend simplement plus de temps que prévu. Il y a un peu tout, mais faites attention, c'est quelque chose qui est compliqué. Donc vraiment, si j'ai une recommandation ici, c'est focalisez-vous sur ce que vous ne savez pas faire et anticipez. En gros, à chaque fois que vous allez laisser un truc de côté, ça va vous revenir en boomerang dans la figure un peu plus tard. Ça, c'est aussi un grand classique. Bon, il y a des équipes, on le voit sur les startups avec qui on est en contact. Il y en a qui sont à dominante technique, ils ont des ingés dans un certain nombre de domaines, donc parfois ils couvrent tout le spectre des produits, parfois ils en couvrent un morceau. Mais il y en a d'autres, ce sont des gens du marketing,
qui souvent n'ont aucune ou très peu de compétences techniques. Alors ils ont une idée, parfois bonne, parfois pas, et qui disent « Ok, on ne sait rien faire techniquement, donc on va se baser 100% sur des gens de l'extérieur ». S'ils trouvent les bons, ça peut marcher, mais faites attention, c'est quand même quelque chose d'assez osé. Il faut que vous maîtrisiez à minima les différentes technos qu'il y a dedans, il faut que vous maîtrisiez les grandes masses, qu'elles soient économiques, techniques, business, et personne ne le fera pour vous. Si vous ne le faites pas, ça ne marchera pas. Donc vraiment, ne sous-estimez pas cette nécessité d'être vraiment multisectoriel. Si vous travaillez avec des gens extérieurs, le cahier des charges est quelque chose d'absolument essentiel. D'abord, ça vous oblige à mettre par écrit vos besoins, voir ce qui est essentiel, ce qui l'est moins. Vous focalisez sur l'essentiel. Le fait de l'écrire vous oblige à vous poser un certain nombre de questions. Mais derrière, c'est aussi un garde-fou. C'est le cahier des charges, quelque part, qui va définir les limites de ce que vous demandez à vos sous-traitants. Si vous n'avez pas de cahier des charges, et c'est un cas qui arrive extrêmement souvent, tous les excès sont possibles. Si vous tombez sur des gens sympas et que ça se passe bien, ben, tant mieux, mais vous avez de fortes chances que ça se passe mal. Autre point, c'est vraiment la contraposée de ce que je disais il y a 2 minutes. Il y a des gens qui sont des super techniciens, il y en a beaucoup, et on voit des tas d'équipes qui sont tout à fait capables de concevoir leurs produits, voire de l'industrialiser, parfois de le fabriquer. Mais souvent, ce qui manque dans ces équipes, c'est le marketing, c'est le commercial. Donc faire le meilleur produit du monde, c'est génial, sauf que le vendre, c'est bien, et c'est même nécessaire, parce que si vous ne le vendez pas, ça ne sert à rien d'avoir fait le produit. Donc vraiment, il est indispensable, si on veut que ça se passe bien, d'avoir en gros trois pattes dans le système. Une patte qui est la bonne équipe de R&D, interne ou externe. Hein. Encore une fois, les équipes sont parfois aidées par des gens de l'extérieur, ce n'est pas le sujet. Mais il faut des gens de l'indus parce qu'il faut des gens qui ont un peu vécu. Avoir fait des conneries avant, ça évite de les refaire après. Il vaut mieux avoir fait des conneries dans le cadre d'une grande boîte bien encadrée que de les faire dans le cadre d'une petite boîte. Ça coûte moins cher et c'est moins dangereux. Mais derrière, il est absolument vital d'avoir une équipe qui est capable d'assurer la commercialisation du produit dans de bonnes conditions. Un point aussi très très important, c'est le fric. Le fric, c'est le nerf de la guerre. Le hard, c'est pas comme le soft. Le soft, à la limite, si vous avez une idée géniale, vous mettez 2-3 mecs dans un bocal, et ils peuvent pondre un bout de soft qui est génial avec finalement très très peu d'investissement. Il suffit qu'ils aient quelques PC ou quelques Mac et des bonnes idées. Et en gros, il y a plein de gens qui ont fait des success stories avec pas grand-chose. En hard, malheureusement, c'est rarement le cas. Alors, il y a des produits très simples qui nécessitent assez peu d'investissement, mais finalement, ils sont peu nombreux. Beaucoup de produits sont finalement relativement complexes, nécessitent des compétences dans des domaines extrêmement variés. Et au final, un projet, gardez 2-3 métriques en tête, de l'idée jusqu'à la mise en production et à la commercialisation, c'est extrêmement rare que ça dure moins de 12 à 18 mois. L'exemple de Smokyo est honnêtement un contre-exemple qui est très très peu fréquent. Et bravo à eux. Mais vraiment, dans la majeure partie du temps, la majeure partie des cas, on est vraiment sur des durées qui sont bien plus longues que ça. Les coûts associés sont relativement élevés. Rares sont les projets qui coûteront moins de 300 à 500 000 euros. Et dans le cadre d'une boîte un peu plus grosse, on arrive à des chiffres qui sont souvent largement supérieurs à ça. Alors encore une fois, tout ce que je dis n'a aucun caractère de généralité. Il y a des tout petits produits super simples qui vont coûter beaucoup moins cher que ça. Il y a des produits beaucoup plus complexes qui peuvent coûter des millions d'euros. Mais là, encore une fois, quand j'écris ça, je pense à la multitude d'objets connectés qu'on peut voir un peu partout en ce moment. Réellement, les budgets de R&D d'Indus et de BFR nécessaires pour démarrer, c'est de cet ordre de grandeur à minima. Et puis on va terminer avec un petit clin d'œil. Vas-y. C'est une vraie photo, ce sont 2 vraies photos que j'ai prises il y a quelques années en Chine. Et ça, c'est un peu le pendant de ce que disait Jerry tout à l'heure. La Chine, c'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde. C'est magnifique et horrible à la fois. Et cet exemple est une véritable société qui, à côté de Shanghai, vous avez la devanture, la façade de l'entreprise en haut à gauche, et en bas à droite, vous avez le backdoor dans le même bâtiment. C'est pas une blague, c'est du réel.
Ce truc-là en Chine, c'est un peu le cas extrême. Honnêtement, c'est pas fréquent. J'ai visité des centaines de boîtes en Chine, des trucs comme ça, je l'ai vu qu'une fois. Mais sans aller jusque-là, malheureusement, ce type de truc est quelque chose d'hyper courant en Chine. Si vous cherchez un truc sur Alibaba, vous allez trouver 90% de brokers et 10% d'entreprises, de réels manufacturers. Vous n'avez strictement aucun moyen de le savoir. Même avec de l'expérience, on se fait baiser régulièrement. Il nous est arrivé X fois de visiter 2 fois de suite la même entreprise avec 2 noms différents et des équipes commerciales différentes et vous aviez les mêmes équipes techniques derrière. Tout ça, c'est du vécu, c'est du réel, ça arrive tout le temps. On a des Chinois dans nos équipes, ils parlent chinois. On est 100 fois mieux outillés que la majeure partie d'entre vous pour éviter de se faire baiser. On se fait baiser de temps en temps. Donc c'est un endroit qui est compliqué, faites attention. Ne croyez jamais rien, allez voir, même en voyant parfois vous allez vous planter, mais ne faites pas confiance, regardez, posez des questions et soyez hyper critiques. Ça arrive régulièrement quand même. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je ne connais pas le projet Smokyo, donc je serais incapable de vous répondre. Je ne sais pas répondre comme ça. Honnêtement, il faut regarder le détail du projet, mais très fréquemment, c'est ça. J'ai cru comprendre que Smokyo a utilisé un certain nombre de savoir-faire de sociétés qui étaient déjà dans le secteur. Donc, il y a des produits qui sont faits from scratch, ce qu'on appelle des produits OEM, qui sont complètement designés, fabriqués chez des EMS ou chez des intégrateurs, comme nous pouvons l'être pour un certain nombre de produits. Il y a des produits qui sont partiellement de l'ODM, donc partiellement des produits existants chez tel ou tel, qui sont customisés. Parfois, on change le logo et ça s'arrête là. Parfois, on change une grande partie du produit. Évidemment, selon qu'on est dans un modèle ou dans l'autre, les délais de fabrication ne sont pas les mêmes, les coûts non plus ne sont pas les mêmes. Je ne connais pas le projet de Smokyo, donc je serais incapable de répondre à cette question. D'autres questions ? Bien sûr. Alors oui, je vais pondérer ma réponse. Il y a quelques années, honnêtement, la réponse était plutôt non. Aujourd'hui, c'est devenu oui. Pourquoi ? Il y a quelques années, faire des toutes petites séries en Chine, c'est quelque chose de complexe. Honnêtement, en France, quand vous demandez à un EMS de vous fabriquer 100 cartes, il va vous le vendre à un prix tel qu'il vit sur ces 100 cartes. Il ne vit pas forcément bien, mais il va amortir ses frais fixes. Les Chinois ne savent pas faire ça ou ne veulent pas faire ça. Et mentalement, ils ont beaucoup de difficultés à faire ça. S'ils vous font 100 cartes, ils vous rendent un service. En fait, ils vont vous faire les 100 cartes quasiment au prix de la série. Et comme le disait une des 2 personnes précédentes, en fait, ce que veut le Chinois, c'est la série qui va derrière. Donc les 100 cartes, il va considérer que c'est un service. Il ne va pas gagner d'argent dessus, il en perdra probablement un petit peu. Mais il regarde le coup d'après. Donc c'est un énorme avantage, c'est un énorme désavantage. Pourquoi ? Avantage parce que ça vous permet de travailler directement avec l'industriel cible chez qui vous voulez faire la série. Inconvénient, c'est que si vous le convainquez de vous faire votre petite série, votre pré-série ou votre prototype à très bas coût, c'est en général comme ça que ça se passe, il attend en contrepartie que vous respectiez un certain nombre d'engagements moraux, puisqu'il n'y a pas de contrat en Chine, et que si vous leur annoncez que vous allez faire des lots de 1000 pièces et 10 000 pièces par an, je dis n'importe quoi, il va en gros penser qu'un an, 18 mois plus tard, vous serez à ces volumes. Combien de fois on a vu des partenaires, des gens qui parfois viennent nous voir très emmerdés, qui se sont fait foutre à la porte d'un de leurs sous-traitants parce qu'ils avaient vendu des quantités de 5 000 ou de 10 000 pièces et qu'après 2 ans, ils restaient à des tout petits volumes. Et ça arrive extrêmement fréquemment que les Chinois vous disent « Ok, bon, vous êtes gentils, on vous a supporté pendant 1 an, 2 ans, aujourd'hui il n'y a pas de volume. Voilà vos outillages, vous les embarquez, vous en faites ce que vous voulez, on ne veut plus bosser avec vous. » Ça nous est arrivé, c'est arrivé à des tas de gens qu'on connaît, donc c'est quelque chose qui est courant là-bas, que vous ne verrez jamais en France. Donc pour répondre à votre question, aujourd'hui, il est très important de bien sélectionner un sous-traitant en Chine, plus qu'encore qu'en France, en fonction des technologies que vous voulez lui faire développer ou utiliser, en fonction des volumes que vous avez en tête aujourd'hui et demain.
Foxconn, dont on a parlé longuement tout à l'heure, c'est très bien, mais c'est complètement inadapté à 99% des projets. Il faut s'appeler Apple ou être très gros pour que ça les intéresse. Travailler avec une très petite société, particulièrement en Chine, c'est très compliqué. Ils n'ont pas la structure, ils n'ont pas une qualité qui est suffisamment stable pour que ça se passe bien. La grande difficulté, c'est de trouver le bon compromis entre la société pas trop grosse, qui va vous foutre dehors au bout de 6 mois parce que vous n'aurez pas les volumes, et trop petite, qui n'aura pas la structure qualité qui va bien, de sorte d'être capable de vous accompagner dans une phase de ramp-up suffisante pour que ça se passe bien, disons, entre le proto et quelques dizaines de milliers de pièces, taille à partir de laquelle vous pouvez envisager d'avoir une structure plus développée, des sociétés éventuellement plus grandes qui vous accompagnent, vous changez de dimension à ce moment-là. Donc aujourd'hui, oui, nous faisons faire tous nos prototypes en Chine, que ce soit en électronique ou en mécanique. C'est en fait, quand on a la structure qui va bien et qu'on a les bons partenaires, ça va plus vite que de le faire en France, ça coûte beaucoup moins cher et il y a une réactivité qui est sans commune mesure. Oui. Alors, oui. Alors c'est vrai et faux à la fois. Bon, on vient tous les deux d'une société qui est un EMS à style, bon, donc qu'on connaît bien. Donc moi je dirigeais la moitié de la boîte chez Astil. On avait 2 usines en Tunisie que je connaissais très bien puisque elle faisait partie du périmètre que je dirigeais. La Tunisie a des avantages et des inconvénients. Avantage, c'est que les coûts sont beaucoup plus faibles qu'en France. Inconvénient majeur, il n'y a aucun écosystème technique réel en Tunisie qui permet de sourcer localement les matières ou les sous-ensembles qui sont nécessaires pour faire un produit. Ce qui fait qu'en fait, la Tunisie est une usine à main-d'œuvre. Tous les produits qui sont fabriqués là-bas, en gros, la matière, les composants viennent d'Europe, de Chine, des US ou d'ailleurs, sont envoyés en Tunisie, processés en Tunisie et renvoyés. Ça n'a finalement d'intérêt que pour un petit nombre de produits sur lesquels il y a beaucoup de valeur ajoutée, beaucoup de temps bonhomme, et finalement, dans le monde de l'électronique, il n'y en a finalement pas tant que ça. Donc oui, c'est intéressant pour des produits de masse sur lesquels il y a pas mal de contenu main-d'œuvre. Si vous avez des produits un petit peu plus compliqués dans lesquels il y a une part de mécanique qui est importante, c'est vraiment pas le bon endroit où il faut aller. En plus, ce n'est pas forcément des zones qui sont hyper stables aujourd'hui et ça pose un certain nombre de problèmes géopolitiques. Alors, quel type de produit il faut avoir et à quel stade à peu près du développement du produit on peut venir vous voir? Alors nous, on intervient à des stades extrêmement divers. Je vais prendre 2 exemples complètement opposés. On a développé pour des sociétés, tu peux peut-être montrer les photos. Bon, il y a certains de ces produits, par exemple le produit qui est en bas à gauche, le MEG, on s'est retrouvé face à une start-up qui avait en gros un cahier des charges en 2 pages et un proto qui ne marchait pas, qui coûtait beaucoup trop cher. Et en gros, on a tout refait de A à Z. Donc on a refait la R&D, on a fait la R&D électronique, on a refait toute la R&D mécanique, on fait énormément de plasturgie, on fait énormément de mécanique dans les produits qu'on fait, et on a reconçu le produit de A à Z, on l'a industrialisé et on le produit. Bon, ça c'est un cas extrême. Il y a énormément de cas où ça ne se passe pas comme ça. On travaille avec des sociétés, celle qui est en haut à gauche, vous voyez un valideur de bus. Notre client ici, c'est une société que vous connaissez tous qui s'appelle Parkeon. Tous les parcs-mètres que vous voyez dans la rue sont fabriqués par Parkeon. C'est le leader mondial dans ce domaine-là. C'est une grosse boîte, c'est une boîte qui est vachement structurée. Ils ont 400 personnes en R&D. Ils savent parfaitement faire de l'industrialisation de produits. Ils font ça depuis des dizaines d'années. Bon, par contre, ils nous ont demandé de les aider à les accompagner en Chine pour réindustrialiser ce produit qui était fabriqué en Europe. Et en fait, ils voulaient tester, c'est la première fois qu'ils le faisaient, une fabrication en Chine. Donc dans ce cas-là, on est parti d'une conception qui existait, d'un produit qui était déjà en production. On a sourcé en Chine les sous-traitants qui étaient pertinents pour ce type de produit dans l'environnement très particulier de ce client. Et on a fait toute la phase de réindustrialisation de ce produit en Chine où ce produit est actuellement fabriqué.
Donc ça, c'est deux exemples tout à fait extrêmes. Évidemment, il y a tous les cas intermédiaires qui sont possibles. Donc on s'adapte. On a une petite structure et il n'y a pas de réponse unique à cette question. Ça dépend des moments et ça dépend qui. Il y a 2-3 ans, c'était un peu vrai, c'est assez vrai parce que en fait, les EMS étaient très chargés en Chine. Ça l'est un peu moins aujourd'hui. Il y a beaucoup d'usines, il y a énormément de gens qui sont morts en Chine depuis 2-3 ans, 4 ans. C'est très conjoncturel. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut garder présent en tête. Un Chinois qui a faim, entre guillemets, prendra n'importe quoi, mais quand il aura moins faim, il aura tendance à mettre les moules sur le trottoir. Et ça, on l'a observé des dizaines de fois. Il faut faire attention au mirage aux alouettes, il faut bien se persuader que l'appétence apparente qu'il peut y avoir de la boîte qu'on a en face de soi est réelle. Essayer de comprendre pourquoi il y a cet intérêt mutuel et n'avancer que si on est persuadé qu'il y a une vraie réalité à tout ça. Non, non, c'est très variable. Au début, évidemment, s'il n'y a pas d'intérêt immédiat, ça se voit tout de suite. Mais ce qui arrive assez fréquemment, c'est que le projet démarre, avant même que le Chinois attende le volume qu'on lui a promis, qui arrive ou qui n'arrive pas. Si le projet apparaît comme trop compliqué, trop plein d'emmerdes, trop plein de changements par rapport à ce qu'il avait en tête, il y a un moment où parfois il dit « Ok, stop, on arrête ». Il sent que ça part dans un chemin qu'il maîtrise mal, que ça va lui coûter trop cher, il n'a pas envie d'aller jusqu'au bout de l'histoire. Il faut faire très attention à ça aussi. Faites attention à un autre point que je n'ai pas cité tout à l'heure. Souvent, les boîtes européennes ont un certain intérêt pour la nouveauté technologique, la nouveauté produit. On a une capacité d'invention en France et en Europe qui est assez grande. Beaucoup de sous-traitants, si vous leur amenez un truc un peu sexy, qui voient qu'ils vont apprendre quelque chose, bon, si l'équation économique n'est pas débile, ils vont avoir envie d'apprendre parce qu'ils vont se dire « Ok, je saurais faire ce truc que je ne sais pas faire aujourd'hui, j'arrive peut-être à le vendre à Pierre-Paul ou Jacques derrière ». En Chine, c'est vachement différent. Le Chinois ne pense pas comme le Français ou comme l'Européen. L'invention, proprement dite, la création de nouveaux process ou l'adaptation de process, c'est quelque chose qui est complexe pour eux. Ils savent très bien dupliquer, ils savent reproduire avec plus ou moins de bonheur. Mettre au point un process, c'est quelque chose qui est compliqué là-bas, qui nécessite une énergie considérable. Il faut trouver le bon sous-traitant qui a presque la technologie qui va bien pour le produit que vous voulez faire, parfois pas tout à fait. Il faut l'accompagner dans le bout qui manque. Mais il faut faire extrêmement gaffe à ne pas dire « Ok, celui-là a envie de prendre le projet, il ne sait pas faire, il dit qu'il va apprendre, ils disent tous qu'ils vont apprendre. » Mais dans la réalité, ça ne se passe pas comme ça. Bon, et à l'inverse, il y a le truc qu'il ne faut pas faire, c'est aller chez le mec qui fait le même produit que vous. Parce qu'il va se passer ce qu'a dit Jerry tout à l'heure, les Chinois ont 50 000 façons de dupliquer votre produit moins cher, plus vite et parfois mieux. Si vous voulez retrouver votre produit vendu sur Alibaba ou Dieu sait par quel canal, c'est un excellent moyen d'y arriver. Donc nous, c'est un point sur lequel on est hyper attentif. On a quelques projets qui sont super cruciaux en termes d'IP. Nos clients, parfois, ne veulent absolument pas que leur nom apparaisse. Aucun des produits ici n'est dans ce cas-là, mais on a des clients qui nous ont demandé de faire en sorte que personne parmi les sous-traitants ne sache à quoi ça sert, qui est le client, et pourquoi on développe ce truc-là. Donc on a l'habitude, nous, sur ces projets un peu cruciaux, de découper de façon par techno et faire en sorte qu'un sous-traitant fasse un morceau, un autre sous-traitant fasse un autre morceau, qui ne se connaissent pas, qui n'ait pas moyen de se parler, et qu'en fait l'intégration du truc soit faite ailleurs, souvent chez nous dans ces cas-là, donc piloté dans un environnement plus francophone, avec des moyens de contrôle différents, de sorte que les Chinois qui font chacun un morceau sont complètement incapables de dupliquer le machin parce qu'ils ont accès qu'à un bout de la techno. Donc ça dépend des produits que vous faites. Il n'y a pas deux produits pareils. Il y en a pour lesquels ce que je dis n'a aucun sens. Il y en a pour lesquels c'est totalement fondamental.
Donc ça dépend. On a quelques produits là. On a amené un échantillonnage de plusieurs produits. On les exposera ici. On vous montrera plusieurs cas, notamment des produits dont parle Vincent, où on a vraiment découpé en rondelles le produit. Chaque sous-traitant fait un bout. Chacun est spécialisé dans son domaine, dans la maîtrise de sa techno, et on fait l'intégration et le test chez nous. Voilà. Mais ce n'est pas le cas pour tous les produits. Encore une fois, le bon compromis dépend de l'équipe, dépend du produit, dépend de plein de choses. Il y a autant de cas d'espèce qu'on a de clients. Alors, la plasturgie, c'est un vaste domaine. Bon, en gros, il y a un truc que nous, on ne fait jamais, pour une question de responsabilité, c'est vous avez besoin d'un moule, d'une pièce plastique. En fait, ça part pas du moule, ça part d'une pièce plastique. Vous nous dites, je veux acheter un moule en Chine et je veux le faire injecter en France. Ça arrive, il y a plein de gens qui font ça. Dans ces cas-là, nous, clairement, on ne fait jamais. On ne fait jamais pour une raison très simple, c'est que quand le moule pète, il y a toujours une partie ping-pong entre le mouliste qui a fait une connerie ou pas fait de connerie et le fabricant du moule qui dit que son moule est parfait, qu'il n'a aucune raison de péter, que l'autre est un sale con et qu'il l'a cassé. Bon, ça c'est la vraie vie vécue, quotidienne, donc il ne faut surtout pas être au milieu de ce genre de conneries. Donc si vous voulez faire ça, c'est vachement simple, vous allez voir un plasturgiste en France, il achète son moule chez qui il veut, il l'injecte chez lui et il est responsable de tout, vous n'avez qu'une tête et si ça ne marche pas, vous tapez dessus. Voilà. Donc nous, ça, c'est un modèle sur lequel on ne transigera jamais parce qu'on sait que c'est le désastre si on fait ça. Donc comment ça se passe? On fait énormément de plasturgie, on a dû faire, je n'ai pas compté, mais je pense entre 200 et 300 moules depuis 4 ou 5 ans, des tout petits pour des pièces comme ça, des très gros qui pèsent 10 tonnes pour des pièces qui pèsent 3 kilos. On a des plasturgistes en Chine, on fait faire nos moules soit chez eux, soit chez des moulistes, mais sous la responsabilité d'une tête, c'est le plasturgiste. Ça se passe très bien dès lors qu'on maîtrise son sujet. Et dans ces cas-là, la contrainte, c'est que l'injection doit être faite là-bas. Donc, on fait de la plasturgie pour un tas de clients. On intègre cette plasturgie dans des produits finis, mais pas que. On a des clients, enfin là, on n'a pas amené d'exemple comme ça, mais on a des tas de clients pour lesquels on fait des pièces plastiques un peu particulières en Chine. Et on leur vend des pièces plastiques comme ça, seules ou intégrées avec des sous-ensembles, ça dépend. Et puis on fait des produits complets avec de la plasturgie. Donc la plasturgie en Chine, c'est vraiment, il y a des centaines de boîtes, des milliers de boîtes qui font des moules. Là aussi, il ne faut pas faire n'importe quoi. Ça dépend vraiment du type de pièces dont vous avez besoin.